Bonsoir tout le monde, je souhaite que vous soyez tous en forme et en bonne santé. Alors c'est Dr Asma Amdouni, je suis médecin généraliste marocaine dans le secteur privé à Bouchetour. Pour les gens qui ne connaissent pas Bouchetour, c'est une ville merveilleuse et calme qui se situe au sud de l'Aïoun, entre l'Aïoun et Dakhla. Et en même temps, je suis comédienne amatrice. Alors ce soir, j'ai choisi pour vous un sujet qui est très bon, très vraiment appétissant à débattre et à discuter. Il s'agit du calme intérieur. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que je suis en train de vivre une expérience merveilleuse de transition, de transformation, grâce à Dieu et grâce à mon hypnotiseur qui fait un bon travail et qui vraiment mérite tout le respect, toute l'appréciation, toute la gratitude si vous voulez, parce qu'il est honnête, professionnel, c'est ce qu'il fait et en plus il est très sûr de lui et il a une confiance en soi sans pareil. Et comment peut-on savoir si la personne est confiante? Tout simplement, c'est quand la personne n'essaie pas d'imposer ses idées et ne juge pas, surtout ne juge pas. Ok. Aujourd'hui, j'ai eu une autre séance d'hypnose qui était vraiment, comme toujours, très 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 fatigante, mais vers la fin, vraiment, je me suis sentie très très bien relâchée, relaxée, apaisée, et j'ai même pu sentir le délice de la confiance en soi. Bon, j'ai décrit les choses comme ça, je lui dis que j'ai un sentiment qui est très sweet, ok? Un sentiment qui est très, voilà, sweet. Le sentiment d'être confiante, le sentiment d'être des charges et des énergies, ok, les uns sur les autres depuis des années, depuis des décennies, ok. Et après, on s'est dit pourquoi on a un bouton qui ne veut pas guérir, pourquoi on a un problème de santé dissimulitaire où notre immunité attaque les structures de notre corps. Des fois, on se demande pourquoi on a développé une maladie qui ne veut pas être traitée, ok, qui ne veut pas être guérie, ok, qui ne veut pas s'améliorer. D'accord? Alors déjà, le fait de se poser toutes ces questions, ça veut dire que votre corps est têtu. Alors quand le corps humain est têtu, il faut savoir qu'il est en train de faire les mains et les pieds pour nous transmettre un message. Ok? En médecine 5 étoiles, les maladies sont des signaux d'alarme. Ok? La maladie n'est qu'une sonnette. Et quand ça sonne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouter. Au lieu de traiter, alors quand je donne un médicament à une maladie, dès le début, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire je demande à mon corps de se taire. Alors plus je demande à mon corps de se taire, plus je m'éloigne du calme intérieur. Ce qui importe, c'est le calme intérieur. Ce qui est beau, c'est le calme intérieur. Ce soir, je suis en train de le déguster, je suis en train de le vivre et j'ai comme l'impression que je suis devenue une autre personne grâce à la séance d'hypnose dont j'ai bénéficié aujourd'hui. Et vraiment, je souhaite de tout mon cœur que toute personne qui a un travail dur, un travail où on est exposé au risque d'être irrité ou au risque d'être maltraité ou au risque d'accueillir, de recevoir, d'absorber une grande énergie négative. Alors ce type de profession, comme la médecine, comme l'infirmerie, comme le travail associatif, comme la gendarmerie, comme la justice, comme la police, ok? Alors ces gens-là qui sont exposés à ce risque d'être irrités en permanence et de vivre avec les gens leurs expériences les plus pénibles, exemple amputation, exemple ablation, exemple
cancer, exemple, tragédie, accident de la voie publique, beaucoup de choses. Alors ces gens-là, ils ont absolument besoin de vider, ok, en permanence. Ok, il faut vider en permanence. Voilà, alors ça c'est une introduction avant de passer à notre sujet qui est le calme intérieur. Alors là j'ai essayé juste de démarrer par cette introduction pour vous mettre dans le cours, vous mettre dans le bain si vous voulez, et pour vous mettre au courant de ce que je suis en train de faire régulièrement en tant que professionnel de santé pour vous dire que ce n'est pas honteux de se faire soigner, de vider, de s'auto-hypnotiser ou de s'hypnotiser grâce à un professionnel de santé spécialisé dans ce domaine. Pourquoi? Pour se débarrasser de tout ce qui pourra nous être vif. Alors, là, je vais vous donner la parole. Je vais permettre aux gens qui ne sont pas abonnés de commenter. Mais avant, j'aimerais vous dire, s'il vous plaît, je ne parle pas avec les gens en privé et je ne veux pas faire des connaissances en privé. C'est interdit de m'envoyer des messages. Je pense que vous avez déjà remarqué ça. Donc, si vous tombez sur des comptes, des faux comptes qui mettent mes vidéos, mes lives, même en direct, ok, ne communiquez pas avec ces gens-là. J'ai vu qu'il y a des pages qui marchandisent ou qui arnaquent les gens, qui font persuader les gens que c'est moi. Et on met des photos de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques. Et on demande aux gens d'envoyer de l'argent. Donc tout ça, c'est interdit par la loi. C'est pas moi. Donc prière de ne jamais envoyer ni votre argent, ni vos informations. Et ne partagez pas des informations en rapport avec votre état de santé parce que vous risquez d'être arnaqué, d'être même victime de chantage. Très bien. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je vais vous donner, je vais vous autoriser les commentaires. Je suis en train de tricoter. J'ai été étonnée aujourd'hui parce qu'il y avait une dame, une de mes abonnées qui est enceinte. Elle a des envies et tout, vous connaissez très bien chez nous au Maroc. Alors elle m'a dit, j'ai aimé ce que vous êtes en train de tricoter, je l'ai aimé, je l'ai adoré. Donc du coup, chez nous au Maroc, quand une femme enceinte aime quelque chose ou tombe sous le charme de quelque chose, vraiment elle doit l'avoir. Voilà pourquoi le truc que j'ai tricoté, je vais l'envoyer, Inch'Allah, à cette dame. Elle est de Oujda, je pense. Bonsoir, Dr Asma. Bonsoir, Monsieur Rachid. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport au calme intérieur? Ou bien, voulez-vous que je partage avec vous mon expérience aujourd'hui, c'est-à-dire comment s'est passé, comment s'est déroulée la séance d'hypnose ericksonienne et quels sont les... Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça déjà? Parce que si vous n'êtes pas intéressé par l'hypnothérapie, je pense que ce ne serait pas une très bonne idée de vous casser la tête, entre parenthèses. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'hypnose ericksonienne? Pouvez-vous parler en arabe pour mieux comprendre? Je regrette, mais une autre fois, je peux discuter le même sujet en arabe. Avec grand plaisir. Déjà, bientôt, il y aura un live vraiment de comédie médicale en arabe et on va bien galérer, Inch'Allah. Je suis intéressée, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Merci, je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent très bien avoir une idée sur l'effet, le rôle, si vous voulez, de l'hypnothérapie pour retrouver le calme intérieur? Alors, on a une seule personne qui est intéressée. Est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que pour retrouver le calme intérieur, il faut d'abord savoir et avoir une idée et découvrir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce qu'on est bien d'accord? Très bien. Donc, je me contente d'un seul OK de la part de Monsieur Rachid et on va traiter ça. Alors, le calme intérieur. Je veux retrouver le calme intérieur. C'est quoi l'intérieur? C'est le cœur, c'est l'esprit, c'est le cerveau, c'est la mémoire, c'est l'âme. Alors, moi, j'aime bien mon âme. Je l'aime beaucoup.
Et à chaque fois, je fais un effort, à chaque fois que je fais un effort pour découvrir ce qui est nouveau en matière de médecine 5 étoiles. Ok. Bonsoir, bonsoir Monsieur Mohsin. Ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas vu dans mon live. Ça fait un grand plaisir. Quels sont les piliers de ce calme? Très bien. Moi, j'aime bien mon âme. Ah, vous aussi, vous aimez votre âme. Ah, c'est bien. Ah, ça me rassure de voir des gens qui ont déjà pensé à quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Alors, Sidi Mohsin, aujourd'hui, j'avais une séance d'hypnose, ok, avec Dr Beriaoui. Et à un certain moment, je lui ai dit, docteur, j'ai un sentiment très, très, très sweet. J'ai un sentiment de confiance en soi. J'ai vraiment le délice. J'ai dégusté le délice de la confiance en soi. Et je suis sûre que vous allez comprendre, Monsieur Mohsin. Je lui ai dit, j'ai comme l'impression que j'ai pas besoin de dire beaucoup de choses. J'ai pas besoin de parler, j'ai pas besoin de dire beaucoup de choses. Tout le monde aime leur âme. C'est bien. C'est un plaisir énorme. Ah ben oui. Merci beaucoup. Le calme intérieur, c'est la magie magnifique. Oui, oui. En fait, j'ai dit à mon hypnotiseur aujourd'hui, vous êtes un magicien. Et j'ai remarqué qu'un truc très important, on a parlé des jugements et tout. Alors, il ne faut pas juger les gens, que ce soit sur le plan négatif ou sur le plan positif. Il ne faut jamais juger les gens. Mais comment puis-je arriver à ce stade de ne pas juger les gens dans tous les cas, ok? Même les gens qui sont impolis avec nous, même les gens qui sont injustes avec nous, ok? Oui, on doit remettre les gens à leur place, mais dans notre cœur, il ne faut pas qu'il y ait de guerre, de bataille. D'accord? Donc, je peux très bien avoir passé une journée très fatigante, je peux très bien avoir des problèmes, de sérieux problèmes, je peux même être obligé de se présenter par exemple au tribunal pour gérer un problème, ok, mais mon cœur doit rester propre. Alors ça c'est une grande question. Le calme intérieur, c'est-à-dire que personne, vous avez dit un jour, je me rappelle très bien, Monsieur Mohsin, vous avez dit un truc merveilleux. Vous avez dit personne ne peut toucher ma stabilité. Et ça c'est beau, hein, je l'ai trop aimé. Vous savez pourquoi? Parce que c'est très contaminant. La confiance en soi, c'est très contaminant. Moi, sincèrement, j'ai compris finalement que la compagnie, la bonne compagnie, c'est vraiment quelque chose de très bien pour la santé. Alors, on est la moyenne des personnes qu'on fréquente. Ne fréquentez pas n'importe qui. S'il vous plaît, pour l'amour du Dieu, ne fréquentez pas n'importe qui et ne soyez pas n'importe qui. Et ne vous imposez pas si vous êtes n'importe qui. Ok? C'est-à-dire, si tu veux être accepté dans un troupeau, comme elle a dit Dr Ilham l'autre fois, il a dit qu'il faut choisir son troupeau. Vous voulez par exemple appartenir à un troupeau de lions, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quand même faire un effort pour être un lion. Ok? Il faut être un lion pour appartenir à cette espèce. Si ce n'est pas le cas, il faut faire un effort, au moins. L'islam joue un rôle très important pour le calme intérieur. Oui, oui, oui. Alors, l'islam est en fait, tous les croyants, que ce soit en judaïsme ou en christianisme ou chez les musulmans, quand on croit au Dieu, et vraiment on est apaisé. Pourquoi? Parce que l'âme, elle a une souche, elle a une origine, elle a une source. Donc quand l'âme se connecte avec sa source, vraiment ça fait plaisir, vraiment ça apaise. Mais sinon, par respect à...
quelle belle voix. Ah, oui, mashallah. Alors, vous avez dit quelque chose de très pertinent, la dame qui a dit, ou le monsieur, Dolin. Alors, oui, oui. Pour les musulmans, l'islam, c'est une opportunité pour retrouver un certain calme. Mais j'aimerais souhaiter la bienvenue à tout type de croyances, ok, à toutes les religions ici dans mon live. Ça, c'est un rappel que je fais parce que je suis docteur et parce que j'aime beaucoup l'humanité. L'humanité, elle est plus soft. Elle est plus soft que la religion parce que dans la religion, les gens ne représentent pas leur religion. Les musulmans ne représentent pas l'islam et les juifs ne représentent pas le judaïsme. Et c'est comme ça. C'est imitation qui donne le calme intérieur. Imitation? Comment ça, imitation? J'ai pas compris. Si vous voulez développer, ça serait gentil de votre part. Alors, je vais vous dire un truc très important. Avant de faire la séance d'hypnose, j'ai fait un travail qui est très dur. Un travail qui m'a été demandé par mon thérapeute. Il m'a demandé d'écrire mes croyances et devant chaque croyance, je dois écrire la valeur ajoutée. Qu'est-ce que j'ai gagné? Quelle est la valeur ajoutée de cette croyance? Alors, au début, je ne peux pas vous cacher que c'était trop difficile pour moi. Trop difficile. Pourquoi? Parce que c'est bizarre. J'ai une croyance, mais j'ai jamais pensé à ça. Ok? Faire quoi pour ce calme intérieur? Alors, premièrement, commencer par l'hypnose ericksonienne. Ok? C'est notre sujet de ce soir parce que je viens de faire cet après-midi, j'ai fait en fait une séance d'hypnose et j'ai pu retrouver un certain calme intérieur. Mais sinon, il y a plusieurs choses à faire. Je vous invite à vous abonner et comme ça, on va à chaque fois parler de quelque chose qui est en rapport avec ça. Alors, je vais prendre mon temps pour vous parler d'un truc très important. Ce sont les exercices qu'on fait tout seul ou toute seule en parallèle avec l'hypnothérapie. Ok? La méditation, non. Non, en fait, l'hypnothérapie, c'est... on a déjà fait une petite démonstration en direct. Vous pouvez chercher sur ma chaîne YouTube, hypnose ericksonienne, et vous allez tomber sur tout un live de 3 heures, je pense, où on a fait l'hypnose. Il y avait même des invités, il y avait Monsieur Massine, je ne sais pas s'il est toujours là. Et puis il y a un thérapeute, un professionnel de santé psychique ou mentale qui fait de l'hypnothérapie et il prend en charge tout ça. C'est lui qui s'occupe de tout. Alors nous, même si par exemple je suis médecin, donc je fais aucun effort, je suis patiente devant un hypnotiseur. Ok? Et c'est lui qui fait tout. Il nous demande de respirer tranquillement, d'assurer une certaine cohérence entre la respiration et une cohérence cardio-respiratoire, c'est-à-dire je respire profondément, amplement, tranquillement, et en même temps je me concentre sur les battements du cœur dans une partie de mon corps. Et à un certain moment, je vais vraiment, moi je le fais rapidement, je m'hypnotise rapidement, parce que j'ai déjà une préparation spirituelle et parce que j'y crois. Plus on croit à quelque chose, plus ça marche. Et je suis vraiment bien préparée avec la lecture, avec les formations et tout. Mais sinon, pour quelqu'un qui n'a jamais fait l'hypnose, il suffit de se détendre et d'avoir de la bonne foi et de croire à son thérapeute. Mais je vous interdis de faire l'hypnose avec des étrangers qui n'ont pas de cabinet, des étrangers qui jouent sur les réseaux sociaux, parce que vous risquez de tomber sur quelqu'un qui a peut-être un caractère d'un bon orateur, quelqu'un qui arrive à manipuler, et il va vous manipuler, et vous allez dévoiler vos secrets, et après il va vous attaquer en utilisant vos secrets. Ça fait partie du cybercrime. Très bien. Alors, là, je vais devoir m'arrêter un peu pour vous expliquer les exercices qu'on fait toute seule ou tout seul et qui nous aident, qui nous préparent à une bonne séance d'hypnose. Okay, pour que ça marche. Pour que l'hypnose nous aide à retrouver le calme intérieur, il faut faire plusieurs exercices. Le premier, c'est écrire dans un agenda, dans un carnet, toutes nos croyances avec
la valeur ajoutée de chaque croyance en face. Alors, quand le professionnel de santé psychique et mentale vous demande d'écrire ça, au début, on est perdu. Ok? Au début, on est perdu. Et pourquoi? Parce que toi, tu as l'impression que tu es perdu. Il y a quelqu'un qui te demande d'écrire la valeur ajoutée de tes croyances. Alors, tu ne vas pas savoir par quoi commencer. Si vous voulez une astuce, commencez par les croyances limitantes. Si vous voulez une autre astuce, alors commencez par écrire ce que vous avez découvert de la vie, les leçons de la vie. Qu'est-ce que vous avez pu retirer comme leçon de votre vie? Automatiquement, vous avez vécu des expériences, vous avez regretté, vous avez échoué, vous avez commis des bêtises. Ok? Donc, essayez d'écrire ça. Ok? Alors, quand vous écrivez toutes ces choses-là, mais sincèrement, vous allez découvrir que vous avez un cerveau. Et ça, c'est beau. Et à chaque fois, vous pouvez continuer à faire cet exercice durant toute votre vie. Alors, quand tu écris des choses et tu découvres, parce que l'écriture, c'est une thérapie, quand tu écris quelque chose, quand vous écrivez quelque chose, par exemple, je croyais que c'était comme ça, alors que j'ai découvert que c'était comme ça, j'avais tort, je reconnais que j'avais tort. Et quand vous n'êtes pas jugé, bien sûr, par votre hypnotiseur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ne pas être jugé, c'est vous pousser et vous encourager à avouer, à reconnaître vos torts. Pardon. Mais quand on est jugé, on est bloqué. Quand on est critiqué, on est bloqué. D'accord? Donc il ne faut pas critiquer, il ne faut pas juger, il ne faut pas limiter, il ne faut pas bloquer, ok? Il ne faut pas coincer les gens. Non. Il faut les encourager à dévoiler, à extérioriser ce qu'ils ont dans le cœur. D'accord? Alors, pour retrouver le calme, il faut nettoyer. Pour nettoyer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut désapprendre pour apprendre. Il faut désapprendre pour apprendre. Il faut désinstaller pour installer. Alors, qu'est-ce que tu vas désinstaller et qu'est-ce que tu vas installer? Un conseil en or ou en diamant. Ne permettez à aucune personne de désinstaller ou d'installer quelque chose dans votre système de croyance. Parce que même les psychiatres et les psychologues et les hypnotiseurs ne font pas ça. Et on ne nous demande jamais d'installer ou de désinstaller. Donc, l'hypnotiseur ou le psychologue ou le psychiatre, il sait que tu as tort. Il sait que vous avez tort. Il sait que vous n'avez pas raison. Il sait que vous êtes en train de faire du n'importe quoi. Même un médecin, il sait que vous êtes en train de faire du n'importe quoi. Mais il ne va pas vous dire vous faites du n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il a de la confiance en soi. Face à un patient, on ne lui dit pas vous n'avez pas raison. Non. Face à un patient, on ne peut pas lui dire vous êtes nul. Non. Face à un patient, on ne peut pas lui dire vos parents sont méchants. Non. On ne dit jamais à quelqu'un vous faites du n'importe quoi. Ok? Alors si un professionnel de santé n'ose pas vous dire ce qui est mauvais et ce qui est nocif dans votre façon de réfléchir et il vous pousse à découvrir ça tout seul, alors comment peut-on admettre ou permettre à quelqu'un de nous critiquer, de nous juger, de nous manipuler? Ça s'appelle de la manipulation. Ok? Donc toute personne qui n'a pas un statut de professionnel de santé n'a pas le droit d'installer ou de désinstaller quelque chose dans votre esprit et dans votre système de croyance. Ok? Il y a un commentaire, je pense. Tu peux plus expliquer l'opération d'installation ou désinstallation? Très bien, très bonne question. Alors, je vais parler de mon expérience, ok? Comme ça, je vais contaminer les gens qui sont là par quelque chose, s'il vous plaît. D'accord? Je vais contaminer
par quelque chose de positif. Très bien. Vous voulez désinstaller quelque chose dans votre système de croyance pour installer d'autres choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut mettre un diagnostic. Un diagnostic de quoi? De toutes les croyances que vous avez dans votre esprit. Vous voulez retrouver le calme, il faut savoir connaître les sources du bruit. Il y a quelque chose qui fait du bruit et cette chose ou ces choses-là, ça peut vraiment remonter à des décennies, à des dizaines, des vingtaines d'années. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut découvrir ce qui est évident pour nous et il faut découvrir ce qui n'est pas évident pour nous. Qu'est-ce qui n'est pas évident pour nous? Les choses qu'on a cru avoir oubliées. Alors quand on fait de l'hypnose, que ce soit EMDR ou ericksonienne, ce sont les deux types que j'ai déjà fait, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre vraiment qu'il y a quelque chose dans notre subconscient qui nous gêne, qui nous a gênés, qui nous a fait mal et on a cru avoir oublié. Moi, je me suis rappelé d'un petit détail qui vraiment fait rire, je ne peux pas le partager. C'est un truc familial, mais qui fait rire. Et aujourd'hui, je suis revenue gamine et j'ai repris même la voix d'une gamine. Voilà ce que les gens appellent genoune, entité et tout. Alors nous, en médecine, on appelle ça l'enfant intérieur. Et j'ai repris en fait la voix de la gamine et j'ai décrit les choses. Et j'ai remarqué que mon cœur, mon cerveau, mes organes, mon corps, hein, mes organes, ils n'ont pas oublié ça en fait. Ils n'ont pas oublié ça. Les organes, ils ont une mémoire. Exemple, tu as vécu quelque chose, ok, et quand tu as vécu cette expérience, à un certain moment, tu as eu une poussée d'adrénaline, une décharge d'adrénaline, tu avais des battements du cœur qui sont très, un rythme cardiaque très accéléré, ok, ce qu'on appelle une tachycardie, c'est-à-dire une augmentation de la fréquence cardiaque. Tu avais même une palpitation, c'est-à-dire que tu étais capable de sentir ton cœur qui battait très fort, ok. Ça durant ton enfance, ok. Ça a eu lieu vraiment il y a bien longtemps. Alors le jour J où vous allez faire une hypnose ericksonienne, vous allez vous rappeler de tout ça et vous allez revivre l'expérience et il y aura vos organes, votre cœur qui va revivre la même expérience avec la même tachycardie. D'accord? On est bien d'accord. Donc, on n'est pas en train de mimer, on n'est pas en train de simuler, on n'est pas en train d'imaginer des choses, non. On est en train de revivre l'expérience pour la digérer, pour l'admettre. D'accord? C'est magique et c'est vrai. Donc, vous voulez désinstaller quelque chose? Commençons par découvrir. Commençons par revivre. Il faut revivre, hein. Commençons par décortiquer. Commençons par rafraîchir la mémoire, faire sortir des choses qui sont bien enterrées dans ce qu'on appelle une zone d'ombre, comme un coffre-fort. Il y a un commentaire que j'ai sauté, je pense. Va chercher les Françaises ou travailler à Val-de-Grâce. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur ou madame. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame Betira. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Très bien. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? J'étais un peu parasitée par le bruit. Alors, vous m'avez posé une belle question, désinstaller pour installer. Alors, premièrement, je dois découvrir. Pourquoi? Je vais vous dire un truc avec un esprit sportif. Il ne suffit pas de mettre un plan. Il ne suffit pas d'être intelligent sur le plan logico-mathématique. Il ne suffit pas de connaître, de lire des livres. Hein. Il ne suffit pas de lire des livres de développement personnel. Il ne suffit pas de poser des questions, parce que quand je pose une question à quelqu'un qui est éveillé, il faut savoir que cette personne ne se rappelle pas de tous les souvenirs. Donc il faut l'hypnotiser.
pour qu'il voyage dans le temps, pour qu'il recule, ok, pour qu'il voyage vers l'enfance. D'accord? Quand on vit cette expérience, on comprend qu'on oublie des choses. On a l'impression d'avoir oublié des choses alors que c'est pas vrai. Donc je ne peux pas traiter quelque chose que j'ai oublié. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rafraîchir cette mémoire par l'hypnose. Tu es en train de parler, revivre l'expérience pour gérer l'histoire. Oui, pour digérer, pour admettre, pour se réconcilier. Et d'ailleurs, quand on trouve un personnage, par exemple, qu'est-ce qu'on dit? On dit je te pardonne, on dit je t'aime, on dit je te libère, on dit des choses comme je vais continuer le chemin toute seule. On dit des choses comme ça, on coupe le lien, ok, avec les gens. Donc, quand on fait de l'hypnose régulièrement, on ne peut pas haïr, on ne peut pas détester, on ne peut pas vraiment vouloir de quelqu'un. Non, jamais. On n'a pas d'ennemis. Moi, par exemple, je n'ai pas d'ennemis. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui me prennent pour ennemi, mais moi, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai coupé les liens. Vous voyez? Par exemple, en islam, il y a quelqu'un qui a dit l'islam, ça peut nous aider à retrouver le calme. Oui, si on a bien compris l'islam, il nous dit il faut pardonner. Mais pardonner comment? D'abord, imposer le respect, remettre les gens à leur place, et puis être très étanche pour ce qui est de certains détails. Et après, il faut pardonner. Je dois dormir le soir après avoir pardonné tout le monde, ok? Exactement, a bien dit docteur. Merci Madame Vadia, c'est gentil. Alors, revenons toujours à la même question posée par Monsieur Rachid, désinstaller pour installer. Qu'est-ce qui est installé? Effectivement, merci. Qu'est-ce qui a été installé? Alors là, je vais vous parler de quelque chose de merveilleux pour retrouver le calme intérieur. Ah, le calme extérieur, il n'est pas garanti ce soir, je suis désolée. Alors, pour retrouver le calme intérieur, il faut désinstaller pour installer, mais il faut découvrir ce qui a été installé. Il y a un phénomène qui est merveilleux, c'est quoi? C'est la prise de conscience. Alors moi, j'ai remarqué un truc, mon thérapeute me dit à chaque fois, ça s'appelle la prise de conscience. Et quand je suis calme, il me dit, tu es dans le moment présent. Imaginez, des fois, on n'est plus dans le moment présent. Soit on est dans le passé, soit on est dans le futur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment qu'on soit aligné. Donc, l'hypnothérapie, ça nous permet de s'aligner avec notre corps, notre esprit, notre âme, nos organes, toutes les structures de notre corps. Et il faut retrouver le moment présent, votre là, aujourd'hui. Ok? Il ne faut pas être dans le passé. C'est-à-dire, je suis une femme, je dois me sentir une femme et non pas une gamine. Il y a un petit détail qui m'a dérangée à l'école, je dois m'en rappeler. Je l'ai totalement oublié, mais en fait, moi, je ne l'ai pas oublié, je l'ai caché. Et c'est mon système nerveux qui l'a caché pour me protéger. Donc, nous, on n'oublie pas. Alors, une fois que je comprends qu'on n'oublie rien, à ce moment-là, on va vraiment commencer à se réconcilier avec nous-mêmes. D'accord? Moi, je fais un truc dans mon cabinet. Moi, je ne fais pas l'hypnose, mais je pose des questions qui sont vraiment sharp and hard, comme disent les Américains. Je pose une question. Avec l'expérience, on commence à connaître la bonne question au bon moment. Et j'ai remarqué que les gens me disent des fois des choses. Et une fois que je pose ces questions magiques, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le patient qui se rappelle de tout, qui me dit, docteur, mais est-ce que vous êtes une voyante? Est-ce que... pourquoi vous m'avez posé cette question à ce moment-là? Alors que c'est juste en rapport avec l'expérience. Je vais changer de place parce que je ne peux pas supporter ça.
Je suis sûre que ce calme a un effet positif sur notre estime de soi, comme je vois. Ah ben oui, et aussi sur l'humilité. Oui, oui. Alors, Monsieur Younes a dit, ça m'honore pas d'être ici. Bravo, Monsieur Younes. Bravo, je suis fière de vous, parce que vous savez très bien ce qui vous honore et ce qui ne vous honore pas. C'est très fort de votre part, vous êtes très fort. Mais si vous quittez le live, vous allez me prouver que vous êtes quelqu'un de très fort. Si vous restez ici, ça veut dire que vous n'êtes pas très très fort. Il faut quitter quand l'honneur est desservi, il faut apprendre à quitter la table. Alors on était en train de parler de combien c'est important de découvrir les choses qui ont été oubliées ou qu'on avait eu l'impression de les avoir oubliées. D'accord ? Vous n'avez pas oublié des choses et vous avez cru les avoir oubliées. Je vais vous poser une simple question que j'ai l'habitude de poser. Bon, en fait, moi, j'ai toute une liste de questions que je pose aux gens selon leur âge d'abord, ok, selon leur sexe, selon leur situation familiale, selon leur niveau scolaire, niveau éducatif et selon d'autres paramètres, ok. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué qu'on ne pose pas les mêmes questions à tout le monde. Ok? En médecine, il y a une règle que je répète toujours. On dit on ne traite jamais une maladie, on traite un malade. D'accord? Alors, il y a des questions clés que lorsqu'on les pose, mais vraiment, on a l'impression que la personne qui est en face se sent à l'aise. Des fois, elle se met à pleurer. Moi, j'adore faire pleurer les gens. Les patients. J'adore faire pleurer les gens. D'accord? Alors, faire pleurer quelqu'un, c'est-à-dire qu'on a activé le système parasympathique, c'est-à-dire qu'on a inhibé le système sympathique ou le système de stress. Salam. Wa alaykoum salam, Madame Kautar. Ana كنخدم لك في الكاب ديالك. Alors, on ne peut pas pleurer si on est stressé. On ne peut pas pleurer si on a peur. On ne peut pas pleurer si on ne va pas bien. Ok? On ne peut pas pleurer si le système d'alerte est activé. Alors, pleurer, c'est un très bon signe. C'est le signe de l'activation du système parasympathique. Rappelez-vous de ça. On a le système sympathique et on a le système parasympathique. Le système sympathique, c'est l'adrénaline. Le système parasympathique, c'est l'acétylcholine. Merci, Tata. Tata, carrément. Je vous en prie. Alors, quand je pose en médecine générale 5 étoiles, quand on pose des questions, il y a le patient qui se met à pleurer. Exemple. Merci, c'est gentil. Exemple, un jour, en fait, j'ai vu... Vous voulez que je partage avec vous certains exemples? Si vous voulez bien, bien sûr. Alors, oui, bien sûr. Très bien, Madame Najat. Alors, un jour, j'ai vu une patiente, ok, et cette patiente était diabétique. Et cette patiente, vraiment, elle avait un diabète type 2, c'est-à-dire non insulino-dépendant, ok, et vraiment, elle a traîné avec ce diabète déséquilibré, et vraiment, elle va pas bien, elle est très en colère, et il y a certains signes au niveau du visage que quand on les voit, on est presque sûr que cette personne ne va pas bien. Exemple, l'état des yeux, le regard. Okay. Le regard du patient est très important. Il faut voir la personne vraiment face à face pour pouvoir mettre des diagnostics. Alors j'ai vu que la dame est très 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 irritée. J'ai vu que la dame n'est pas satisfaite, est bien loin d'être bien loin d'être vraiment calme sur le plan intérieur. Et je lui ai posé une question. Je lui ai dit, Madame, je vais le dire en arabe et je vais le traduire, essayer de le traduire en français. Je lui ai dit, c'est-à-dire, je lui ai demandé qui est la personne responsable de ce diabète, du développement de ce diabète, de l'apparition de votre diabète.
Je lui dis, je suis sûre qu'il y a une personne qui est responsable de ça. Ah, et immédiatement, la dame s'est mise à pleurer en hurlant. Et moi, vraiment, j'ai regretté. À un certain moment, j'ai regretté avoir posé cette question parce que je travaillais, je faisais du bénévolat dans un centre de santé. Bon, je faisais ça tous les vendredis juste pour aider la ville. Et j'avais plusieurs patientes. Et c'était difficile de gérer tout ça. Et la dame s'est mise à pleurer. Et vraiment, elle n'a pas pu s'arrêter. Elle m'a dit, mon fils, regardez mon bien. Regardez ce que je vais dire parce que c'est très 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 important en matière de médecine 5 étoiles. La patiente est diabétique. Je suis sûre que la patiente ne sera jamais guérie et le diabète ne sera jamais équilibré. Pourquoi? Parce qu'elle a un frein. Alors en médecine 5 étoiles, les freins doivent être diagnostiqués, doivent être identifiés. C'est ça le calme en fait. Le calme, c'est identifier les choses qui vous interdisent de sentir le calme. Les freins, les bâtons dans les roues. Alors elle, qu'est-ce qu'elle a comme bâton dans les roues? Elle avait un fils. C'est une femme veuve, c'est une femme qui a perdu son mari et elle a fait les mains et les pieds pour prendre soin de ses enfants, pour les éduquer, les élever, scolarisation, tout ce que vous voulez. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, elle est très fatiguée, elle continue à travailler. Pourquoi? Parce qu'elle a des enfants qui ne sont pas autonomes. Et son fils, l'aîné, je pense, il dort jusqu'à 4 heures du matin, ok? Et il se réveille jusqu'à vraiment 16 heures. C'est à 16 heures qu'il se réveille. Alors la dame, elle me dit, docteur, je veux qu'il se réveille à 8 heures, qu'il travaille ou pas, l'essentiel c'est que ça me tue. Elle m'a dit comme ça me découpe le cœur, ça m'écoeure de voir mon fils. Je me suis investie dans son éducation, je ne me suis pas remariée après le décès de leur père. Et j'ai tout fait, docteur, j'ai continué à travailler, je veux rien de lui, je veux juste qu'il soit un homme. Okay? Donc le fait de voir son fils se réveiller vers 16 heures, vraiment, ça tue. Donc, à votre avis, est-ce que cette dame peut guérir du diabète? Mais bien sûr que non. Mais elle peut même développer un trouble hormonal ou une tumeur hormonodépendante. Mais c'est impossible de guérir, oublier la guérison. En médecine 5 étoiles, il faut oublier la guérison quand on a des bâtons dans les roues. Alors, la médecine 5 étoiles, en fait, c'est quoi? C'est traiter les causes. Et pour traiter les causes, il faut les diagnostiquer. Il faut les retrouver, il faut les connaître. Alors, si on ne connaît pas les vraies causes, on ne peut pas oser parler de médecine 5 étoiles. En hypnose, c'est très simple. Les hypnotiseurs, ils nous aident vraiment d'une façon magique et spectaculaire et miraculeuse. J'oriente le patient vers l'hypnotiseur, vers le psychiatre. Et moi, je préfère travailler avec les psychiatres, ok? Et après, on va mettre un diagnostic de confirmation. Parce que moi, je suis comme ça. Je suis un peu perfectionniste. Je suis un peu maniaque en médecine. Pourquoi? Parce que je préfère toujours avoir un diagnostic de confirmation par les spécialistes. Ça m'aide à devenir la meilleure version de moi. Ça m'aide à devenir plus compétente. Et ça m'évite beaucoup de soucis, beaucoup de retard de diagnostic, beaucoup de retard de prise en charge spécialisée. Ok? Et après avoir mis le diagnostic de confirmation grâce au psychiatre, qu'est-ce qu'on fait? Alors on fait l'hypnose, on fait la psychothérapie et on découvre ce qui n'était pas clair. Elle est venue parce qu'elle a un diabète déséquilibré et moi j'ai découvert qu'elle a un bâton dans les roues, elle a un fils qui va vraiment la rendre folle. Ok? C'est comme en arabe on dit, c'est la même chose. Parce que les bâtons qu'on a dans les roues, ou les freins que nous avons, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, le stress au quotidien nous expose à... le stress, en fait, c'est quoi? C'est de la peur. D'accord? C'est de la peur. Tu es stressé parce que tu as peur. Peur, anxiété, angoisse, colère, ce que vous voulez. Mais tu as peur. Mais tu n'es pas à l'aise. Mais la peur n'existe pas. Mon thérapeute m'a dit la peur n'existe pas parce que c'est vrai, parce que c'est nous qui créons la peur. Oui, la peur c'est quelque chose de très humain quand vraiment ça vaut le coup.
quand c'est nécessaire pour la survie. Mais si j'ai peur de tout, il faut savoir que peut-être que j'ai un souci dans mes croyances. Alors le stress, la peur, l'anxiété, l'hyperréflexion, quand je pense trop, quand je réfléchis trop, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je demande beaucoup d'énergie. Le cerveau demande beaucoup d'énergie. Et le cerveau, il veut être gâté par le sucre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il augmente la source d'énergie, ok? Le carburant qui est le sucre. Donc il augmente le cortisol dans le corps pour augmenter la glycémie. Et en même temps, il augmente le débit cardiaque, le débit cérébral, sanguin cérébral. Donc il augmente la pression artérielle, il demande de l'adrénaline, de beaucoup de choses. Donc tu stresses, tu réfléchis, tu auras une augmentation de cortisol et d'adrénaline dans ton corps, et bienvenue les catastrophes. Si vous voulez vivre toute votre vie avec des taux très augmentés d'adrénaline et de cortisol et développer l'hypertension artérielle, l'hyperpression artérielle et le diabète et beaucoup d'autres maladies liées à ça, eh bien, continuez à réfléchir, continuez à avoir peur, continuez à stresser, continuez à se disputer, continuez à vouloir te contrôler, continuez à être entouré par les toxiques, continuez à aider les gens à changer, mais les gens ne vont jamais changer. Vous voyez? Alors, en fait, c'est un peu ça la médecine 5 étoiles. Vous voyez? La médecine 5 étoiles, c'est découvrir les freins. Parce que c'est pas possible d'avoir des freins activés et vous voulez rouler. Mais comment est-ce que vous pouvez rouler? C'est pas possible quand même. C'est comme les freins des poussettes, vous les connaissez? Ou des chariots, vous connaissez les freins? Il suffit vraiment d'appuyer avec votre pied, ok, sur un truc pour pouvoir vraiment verrouiller, si vous voulez, ou bloquer le chariot ou la poussette. Ben, c'est la même chose. Ok, alors je vais lire vos commentaires et après on va faire une petite conclusion parce que je suis un peu fatiguée. Vous savez, les séances d'hypnose, c'est vraiment un voyage dans le temps et c'est très fatigant, très fatigant. Même si on est apaisé vers la fin, mais ça reste quand même une expérience qui est un peu bizarre, qui est un peu... Alors, commentaire de Monsieur Rachid. J'ai une question qui est aussi importante, c'est comment garder et protéger ce calme intérieur. Ah, très bien. Ça demande un travail régulier, ok. Déjà, je n'ai pas terminé la réponse à votre question par rapport à désinstaller pour installer. Je fais comme un balayage, si vous voulez, dans mon live. Je suis là juste pour diffuser l'information, pour attirer l'attention des gens vers ça. Je fais je partage des informations pour pousser les gens à demander à leur médecin généraliste, à leur médecin traitant, médecin de famille, à leur psychologue, à leur psychothérapeute, à leur hypnotiseur, si peut-être qu'ils ont des hypnotiseurs dans le quartier, ils ne savaient pas. Je suis juste en train d'attirer l'attention de mes abonnés vers quelque chose de très beau, de très bénéfique, qui m'a été utile. Je suis sûre que ça va vous être utile. Voilà. Donc c'est important de mentionner ça pour que les gens sachent que je ne donne pas tout, c'est normal, parce qu'on n'est pas dans une consultation. Voilà. Alors votre question maintenant, c'est comment garder et protéger le calme. Pour protéger et garder n'importe quoi, n'importe quelle chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord savoir est-ce que ça vaut le coup. Alors ma réponse va être un peu philosophique, mais va être très belle, Inch'Allah. Vous voulez garder le calme intérieur? La première question, est-ce que ça vaut le coup? C'est comme si vous voulez garder ou améliorer ou maintenir une relation établie entre vous et une autre personne. Premièrement, est-ce que ça vaut le coup? Alors quand je me pose cette question, est-ce que ça vaut le coup? Automatiquement, je vais donner une grande importance, je vais apprécier, je vais valoriser le calme intérieur. Vous voyez, c'est une question qui a un effet. Premièrement, ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. Très bien. Deuxièmement, est-ce que j'ai connu le vrai calme intérieur pour pouvoir le garder? Alors ça, c'est une question qui est très importante en médecine 5 étoiles. Est-ce que j'ai déjà retrouvé le calme intérieur pour le retrouver, pour le garder?
On ne peut pas répondre à cette question. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on découvre de nouvelles choses. Au début, on croyait à la psychothérapie, à la psychiatrie. Après, il y a la psychologie. Après, il y a la psychothérapie. Après, il y a l'hypnose. Après, il y a le traitement énergétique. Après, il y a le traitement spirituel. Et la médecine évolue. Vous voyez? Donc, je dois toujours garder dans ma tête qu'il y a toujours quelque chose de merveilleux à découvrir et on va rester positif. C'est très beau de rester positif. Mais croyez-moi, je vous dis la vérité. Je ne peux pas être positive tout en restant entourée par les négatifs. Ne rentrez pas dans ces cercles vicieux de challenge, c'est-à-dire que vous allez vous dire, je vais rester positif même si je suis entourée par la négativité. Non, ça c'est une tentative d'autodestruction, ni plus ni moins, ok? Très bien. Alors on a dit première question avant de répondre à comment garder et protéger le calme intérieur. Première question, est-ce que ça vaut le coup? Deuxièmement, est-ce que j'ai retrouvé le vrai calme intérieur? Donc on a dit qu'on va toujours rester en perpétuelle recherche de ce calme, ok, de façon très positive et très optimiste. Troisièmement, pour garder le calme, il faut absolument faire fournir un travail, fournir un effort continu et régulier surtout. Régulier, soulignez-moi ce mot parce qu'il est très significatif. Régulier, c'est-à-dire que j'ai une routine, j'ai un programme, j'ai un plan de travail, ok? J'ai un plan, j'ai un projet. Tout ce qui est régulier est beau, tout ce qui n'est pas régulier est anarchique. Vous savez, j'ai lu dans un livre de Stephen Covey, quand on ne fait pas, qui s'appelle Priorité aux priorités, ou en anglais First Things First, il a dit clairement, quand on ne fait pas consciemment quand on ne fait pas consciemment ce qui est important, on fait inconsciemment ce qui n'est pas important. Je répète, quand on ne fait pas consciemment ce qui est important, on fait inconsciemment ce qui n'est pas important. Donc, le mot régulier, ou le travail régulier, ou l'effort régulier, ça signifie beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi, j'ai une routine, j'ai comment dirais-je, j'ai une habitude, j'ai un algorithme avec lequel je travaille, ok? J'ai un projet, ma vie est un projet. Alors, la première question qui a été posée de votre part, je pense, comment désinstaller pour installer, comment désapprendre pour apprendre. Alors, il faut savoir qu'est-ce que j'ai dans le crâne. J'ai hérité un système de croyances. Je l'ai hérité, on me l'a donné. C'est pas moi qui l'a écrit, c'est pas moi qui l'a rédigé, c'est pas moi qui l'a créé, c'est pas moi qui l'a inventé. Alors, dans la psychothérapie et également dans l'hypnothérapie, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme a dit le docteur, c'est une reprogrammation. Ok? Je vais reprogrammer pour, par exemple, se libérer d'un comportement indésirable. J'ai un comportement indésirable, je ne sais pas pourquoi je fais ça, je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe dans ma tête et je vais décider de faire l'hypnose pour faire les choses consciemment. Ça s'appelle la prise de conscience. Alors, quand je suis conscient de quelque chose, je mets un plan, un projet. Quand je fais un projet, je ne fais plus les choses n'importe comment. Donc, je vais faire un effort régulier pour garder ce calme. Il y a un autre paramètre très important pour garder le calme intérieur, c'est quoi en fait? C'est d'admettre la vie. Parce que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Ok? Il y a la faim, il y a la satiété. Il y a des hauts et des bas. Alors, si je n'admets pas les bas, si je n'ai pas cette attitude cette discipline et cette habitude et ce réflexe, si vous voulez, de gratitude, d'exprimer sa gratitude, alors vraiment, on va se perdre. Parce que si je ne veux pas admettre les échecs, je ne veux pas admettre les problèmes, je ne veux pas admettre les pertes, je ne veux pas admettre les décès, je ne comprends pas encore que la vie, par exemple, n'est qu'un couloir. La vie est un couloir. Donc, au lieu de passer 4 ans, 6 ans de deuil,
4 ans, 6 ans de souffrance après le décès d'un proche ou d'un animal, le fait de comprendre que la vie est un couloir, ça va vraiment m'éviter beaucoup de problèmes. Ok? M'éviter une dépression de 2 ans, de 3 ans, après d'avoir perdu sa mère ou son père ou je sais pas moi. Vous voyez? Alors déjà, comment je vois la vie, c'est très important. Bon, ça s'appelle la sagesse. Et pour être sage, il faut vraiment vivre des expériences et il faut s'entourer par les sages. Apprenez à bien choisir vos fréquentations parce que vous êtes, on est la moyenne des gens qu'on fréquente. Je vais lire vos commentaires rapidement. De quoi vous parlez? Bonjour Madame Fador, en fait on parle du comment retrouver le calme intérieur. Et ce soir j'ai parlé de l'hypnose ericksonienne parce que j'ai fait une séance aujourd'hui et je me sens vraiment très très calme de l'intérieur. Voilà pourquoi j'ai eu le plaisir de discuter ça avec les abonnés parce que c'est chaud. Hein. Où le développer se calme. Où? J'ai pas compris où. La peur, pourquoi? Ah oui, en fait, on a le passé, le présent et le futur. Il y a certains problèmes de santé physique, de médecine générale qui sont liés au passé ou au futur. Le passé, en général, on a beaucoup de sentiments liés au passé. Le principal sentiment qu'on trouve le plus fréquemment, c'est la colère. Okay. Quand je vois quelqu'un qui est très en colère, je me dis, ah, il a beaucoup de crédits. Okay. Il a plusieurs crédits. Les crédits, c'est quoi? Ce sont les colères réprimées qu'on a vécues à l'enfance qui n'ont pas été canalisées et exprimées ou extériorisées ou évacuées correctement. Parce que la colère, c'est une énergie positive, ok, mais elle s'éclate, elle détruit. Il y a un beau livre que j'aime beaucoup et que je ne cesserai pas de le relire, c'est La sagesse de nos colères de Marc Pistorio. Le sous-titre, c'est De la colère qui détruit à la colère qui construit. C'est magnifique, c'est merveilleux. Alors, quelqu'un qui est toujours en colère, il faut toujours savoir traiter son passé correctement avec un professionnel de santé ou des professionnels de santé. Okay. Le stress ou la peur est souvent lié au futur. Quelqu'un qui a peur, bon, le passé peut toujours être incriminé, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs personnes qui sont très angoissées par ce qui va se passer dans le futur. Tout en sachant que le futur et le passé sont tous liés, parce que c'est une façon de voir les choses. Vous voyez? Vous allez juste être reprogrammé. Hein. Vous allez rester toujours vous-même. Vous êtes fort, on est tous forts. Et toutes nos faiblesses, comme a dit le thérapeute, comme toutes nos faiblesses sont en même temps nos forces. On peut les transformer en force. Ok? Voilà. Bonsoir, docteur Hassan. Bonsoir, monsieur Mohamed. Quelle délicatesse. Merci, c'est gentil. Vous êtes très belle. Merci, c'est gentil. Bien sûr. Comment faire pour ne pas trop réfléchir? Très bonne question. Alors, moi, j'avais ce problème. Trop réfléchir. Vous savez que j'ai réussi à commettre une grosse bêtise à plusieurs reprises. C'est quoi? J'ignorais qu'il y avait 9 types d'intelligence. De 1. Les gens qui ont de l'intelligence logico-mathématique, ce sont les gens qui sont condamnés à souffrir, à être excellents, à être perfectionnistes, à réfléchir. Les gens qui ont un quotient intellectuel élevé, ils sont condamnés à trop réfléchir. Les gens qui ne s'expriment pas durant leur enfance, ils ont toujours ce problème. Moi, j'étais trop timide. Être trop timide, c'est automatiquement réfléchir tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se réconcilier avec cet enfant intérieur timide. Trop réfléchir, en plus, ça peut être une culture. Tout le monde réfléchit trop, tout le monde partage des détails qui ne servent à rien. Bon, c'est une culture, c'est une façon de vivre, mode de vie si vous voulez. Quand tout le monde réfléchit trop, bah, automatiquement tu vas réfléchir comme une machine. Vous voyez? Alors, je pense que ça va être très bénéfique pour les gens comme moi de découvrir qu'il y a 9 types d'intelligence. On a l'intelligence linguistique. Plus on développe ces intelligences, plus on s'éloigne moins on est focalisé sur l'intelligence logico-mathématique qui nous rend fou. Ok? Si tu veux devenir fou,
Bon, fou, c'est juste une façon de parler, hein, vraiment une expression je dirais, qui n'est pas scientifique, mais si tu veux devenir fou, bah, continue à réfléchir, continue à te concentrer et à déployer uniquement ton intelligence logico-mathématique. Mais le jour J où vous allez découvrir que on a 9 types d'intelligence. L'intelligence linguistique, ok? L'intelligence naturaliste, l'intelligence musicale, l'intelligence intrapersonnelle, l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence corporelle, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence logico-mathématique et une autre intelligence que j'oublie toujours, je ne sais pas. Je l'ai oublié. Bah, imaginez un enfant, deux enfants, un qui n'a qu'une intelligence logico-mathématique qui est très élevée. Il a toujours des 20 sur 20, ok. Et l'autre qui a une intelligence naturaliste. Oh mon Dieu. Oh my God. Une intelligence naturaliste, c'est merveilleux, c'est juste magnifique. Moi, j'aime beaucoup les hommes qui ont cette intelligence, sincèrement. J'aime beaucoup les hommes qui ont cette intelligence émotionnelle. J'aime beaucoup les gens qui ont cette souplesse. Ces gens qui sont très très sûrs d'eux. Ces gens qui ne se cassent pas trop la tête en suivant tous les détails. Oui, c'est bien de suivre les détails, mais il faut vivre quand même. De temps à autre, hein. Entre-temps, il faut vivre. Si on est très intelligent, on est privé de notre droit de vivre. On comprend tout. Vous savez, le bon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a empêchés de tout voir et de tout entendre. On n'entend pas tout. On n'entend pas la tectonique des plaques. On n'entend pas le bruit des volcans. On n'entend pas les mouvements de la Terre. On n'entend pas tout ça. On est incapable d'entendre les voix les plus basses comme la circulation sanguine, comme le péristaltisme, comme le broyage au niveau de l'estomac, comme le passage du liquide lymphatique, comme beaucoup de choses. Ça s'appelle la miséricorde. Okay. Bon, si le bon Dieu est miséricordieux à notre égard, pourquoi on ne le serait pas avec nous-mêmes? Pourquoi on veut tout comprendre? Il y a une phrase dans le Coran, si je me permets de le dire, hein, avec tout mon respect à toutes les croyances, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Je vais vous dire le sens parce que c'est interdit de dire une phrase ou un verset du Coran si on ne connaît pas la vraie version. Alors, la tas'alu an ashya in tubda lakum tasu'kum. En fait, c'est très sage de notre part de ne pas tout comprendre, de ne pas tout connaître, parce que ça peut nous être très nocif. Tu comprends tout, tu vas souffrir. Dieu n'a pas voulu qu'on entende tout. Il n'a pas voulu qu'on voit tout. Moi, j'arrive pas à voir les bactéries sur mes mains, parce que sinon, jamais j'allais me nourrir, j'allais manger. Ok, jamais on allait pouvoir faire une opération, parce qu'en opération, on fait tout, on lave, on fait le lavage chirurgical, on fait tout, on respecte tout, on stérilise, l'asepsie, tout ce que vous voulez, pour limiter au maximum possible le risque de surinfection ou de contamination. D'accord? De contamination, pardon. Alors Dieu est très gentil avec nous parce qu'il nous a interdit, nous a empêchés de voir les bactéries, les virus, les micro-organismes qui se situent, qui se positionnent sur nos mains, sur nos plats, sur notre tasse de café, notre tasse de tisane, vous voyez? Alors, pour répondre à votre question, comment faire pour ne pas trop réfléchir? Il faut être sage. Et pour être sage, il faut découvrir. Donc, on peut se permettre de une erreur. C'est très humain de commettre des erreurs, ok? Et ces erreurs, ils doivent être analysés. Et pour ne pas trop réfléchir, il faut vivre. Parce que si je vis, je ne vais pas réfléchir. Si je fais du sport, je ne vais pas réfléchir. Si je fais du jet ski, je ne vais pas réfléchir. Si je fais du parachutisme, je ne vais pas réfléchir. Si je cours, je ne vais pas réfléchir. Si je fais de l'amour, je ne vais pas réfléchir.
Si je fais l'équitation, je ne vais pas réfléchir. Mais si je continue à montrer mon intelligence, à développer mon intelligence et quand c'est dans un endroit où je peux rien faire, automatiquement je vais trop réfléchir. Et l'art thérapie c'est juste magnifique. C'est ce que je faisais moi en tricotant. Ça m'aide même à développer de la neuroplasticité et c'est juste magnifique. Voilà. Soit je vis, soit je réfléchis. Réfléchir, c'est la théorie et la pratique, c'est vivre. Si je parle avec les gens, automatiquement, je ne vais pas trop réfléchir. Parce que je parle, je ris, je danse, je mange, je prépare. Vous voyez? Je suis trop fatiguée, je sais pas, j'ai envie de dormir. Peut-être que je vais pas je vais pas animer le live de la comédie parce que en fait, je suis très calme ce soir grâce à l'hypnose. Donc je crois pas que je pourrais faire la comédie. Je veux dormir. Je veux dormir. Ni plus ni moins. Bonsoir docteur, bonsoir. Bonsoir docteur, vous allez bien? Bonsoir Gentilo. Bonjour docteur, ça va, tu vas bien? Je te souhaite bonne continuation dans ton travail. Merci, c'est gentil. Répétez s'il vous plaît. Que je répète quoi exactement s'il vous plaît? C'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Je vais vous dire pourquoi c'est pas facile. Parce que dans votre tête, il y a une croyance. Et ne pas réfléchir est une autre croyance. C'est ça, désinstaller pour installer ou désapprendre pour apprendre. C'est ça la reprogrammation. Voilà pourquoi il y a des hypnotiseurs qui sont là, justement, pour nous aider, nous pousser à découvrir tranquillement et très doucement. Moi, à aucun moment, l'hypnotiseur m'a critiqué ou m'a demandé de faire quelque chose. Voilà le message que j'aimerais transmettre ce soir. Pourquoi il n'a pas fait ça? Parce qu'il est confiant. Je lui ai dit ça comme ça, parce que moi, je suis très sincère. Hein. Je lui ai dit, vous êtes très confiant, ok? Vous avez de la confiance en soi très très élevée, parce que vous avez tout su depuis le début et vous n'avez rien dit. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, I'm proud of you. Tout simplement, il a dit, je suis fier de vous. Voilà. Il est fier de moi. Pourquoi? Parce que j'ai découvert des choses. Vous voyez? Donc, il m'a poussé. Quand on est confiant, c'est comme les parents, c'est comme les papas en fait. Les papas, ils sont tellement confiants qu'ils te poussent à découvrir des choses. Ils savent très bien qu'est-ce que tu vas faire parce qu'ils te connaissent. Ok, ils connaissent très bien leur fille et leur fils. Mais c'est sa confiance en soi qui m'a permis de garder le silence et de patienter et de te pousser à découvrir ça toute seule. Par contre, les parents qui ne sont pas très confiants, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne cessent pas, et je suis désolée pour ce que je vais dire, mais vraiment, vous ne cessez pas de parler. Hein? Blablabla, blablabla, blablabla. Mais attention, s'il vous plaît, lorsque je m'adresse à un préadolescent ou à un adolescent, vous allez lui casser la tête. Un adolescent, il aime la comédie, il n'aime pas tout ce qui est ennuyeux et ennuyant. Il n'aime pas les ordres répétitifs comme un perroquet, mais vraiment ça donne pas de résultat du tout, hein. C'est pas efficace du tout. Vous voyez? Alors, quand on est face à quelqu'un qui a de la confiance en soi, vraiment ça contamine. Hein. Voilà. Donc pour répondre à votre question, c'est pas facile. Oui, je reconnais que c'est pas facile, mais c'est très facile si on est entouré par des gens de qualité. Ne perdez pas votre temps, ni avec les gens qui ont besoin de vous. Ok, parce que il faut savoir que si vous êtes la personne la plus intelligente dans une pièce, cela veut dire que vous êtes dans la mauvaise pièce. Ok? Cela veut dire que vous êtes dans la mauvaise pièce. Il y a tout le monde qui absorbe votre énergie, qui absorbe votre savoir, et vous êtes là. Vous vous croyez vraiment utile, mais la vie... dans la vie, on n'est pas là uniquement pour donner, il faut prendre. Il faut qu'il y ait un équilibre. Je donne, et je donne et je prends, ok? Il faut prendre, hein. Il faut gagner, il faut qu'il y ait des relations win-win. Alors moi, je peux vous dire tranquillement, avec toute la confiance en soi et l'audace, que j'ai regretté. Pas regretté, mais je ne le ferai pas. Hein. Je ne vais plus parler avec quelqu'un qui n'est pas bénéfique pour moi.
Je ne vais plus m'engager dans des discussions qui ne sont pas bénéfiques pour moi. Je gagne. Il faut que tout le monde gagne. Et si quelqu'un veut prendre quelque chose de moi sans me donner quelque chose en contrepartie, cela veut dire qu'il est égoïste. Alors face aux égoïstes, nous aussi on doit être égoïstes. Voilà. Je suis désolée pour ce que je vais dire, mais je ne vais plus parler avec les nuls. Tu es nul, tu n'as rien dans le crâne. Je ne vais rien gagner de toi. Mais pourquoi est-ce que je vais te parler? Les misérables, la culture des misérables, oh, j'en ai assez. Ben c'est ça en fait. Voilà pourquoi c'est pas facile pour vous, parce que peut-être qu'il y a des freins, hein. Moi j'ai parlé de mes freins antérieurs, il y a des freins qui vous disent c'est très difficile. C'est pas facile, vous voyez? Donc, des bâtons dans les roues, on les retire, on déverrouille les choses et tout ira bien. Que Dieu te protège, merci, c'est gentil. Le calme intérieur est M. J'ai pas compris, M. Tu es belle, mais non, au botox aux lèvres. J'ai pas compris, monsieur Driss. Vous voulez faire le botox, mais vous êtes un homme, pourquoi vous voulez mettre le botox? En plus, le botox, c'est l'abréviation de toxine botulique. Et quand j'étais étudiante et stagiaire en neurologie avec notre professeur, que j'aime beaucoup, que je salue, qui faisait des injections de toxines botuliques uniquement quand on a un problème de rigidité, d'hygiène. On a dans certaines maladies neurologiques, on a le patient qui ne veut pas bouger, on a vraiment des muscles qui sont, on dirait, paralysés, figés, bloqués. Et on ne peut même une rigidité qui rend impossible l'écart, si vous voulez. On ne peut pas écarter les jambes et les cuisses pour pouvoir assurer une hygiène, vous voyez. Donc la toxine botulique est un traitement et non pas quelque chose pour rendre les gens plus beaux, vous voyez. Mais si vous voulez faire du botox à vos lèvres, monsieur Driss, vous devez prendre l'avis de votre médecin généraliste. Moi, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Merci, monsieur Mohamed, c'est gentil. Oh, Nour, la plus belle Khadija. Je suis désolée, je bloque. Je me suis arrêtée pour lire les commentaires un après l'autre. Je suis désolée. Je viens de lire votre commentaire. Le calme intérieur est vraiment le trou noir. Il n'y a pas de noir ce soir. Je suis très à l'aise, je suis heureuse et je ne vais plus répondre à tous les pessimistes. Si vous êtes pessimiste, de tout mon cœur, je vous souhaite tout le bonheur, mais je ne vais pas vous permettre de contaminer mon calme intérieur aujourd'hui parce que j'ai fait une belle séance d'hypnose ericksonienne et je vais très bien et puis voilà. Mais sinon, je vous souhaite tout le bonheur, hein. Vous êtes pessimiste, ça ne veut pas dire que vous êtes méchant. Je répète le nom de l'auteur, Marc Pistorio. La sagesse de la colère, le titre du livre. Nous cherchons le calme extérieur d'abord. C'est beau tout ça. Bonsoir. S'il vous plaît, répétez le nom de l'auteur. Ah, de l'auteur, Marc Pistorio. Ah oui, le premier, c'est Stephen Covey. Il est très connu. Vous écrivez Stephen avec PH. Sujet intéressant. Merci, c'est gentil. Docteur, ces gens sont rares. Ben oui, madame Petia. Pseudomonas. Je ne sais pas pourquoi vous avez dit ça. Winraki. Je suis à Bouche-d'Or, Lalla Kautar. Mashallah, Alik, docteur. Merci, Lalla Petia, c'est gentil. Nom de l'auteur. Bonsoir, docteur, j'espère que vous allez bien. Oui, monsieur Ami, je vais bien. Docteur, merci. L'auteur du bouc de la sagesse de nos colères. Alors, c'est Marc Pistorio. Marc avec C. Si vous voulez continuer à faire comme ce live. Ah, merci chouchou, c'est gentil. Vous avez tout à fait raison au sujet des adolescents, docteur. Oui, bravo madame Betia. Ça me fait plaisir que vous soyez en accord avec moi. Vous savez, je vais vous dire quelque chose de très 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 agréable. Vous avez remarqué que j'ai plusieurs casquettes, hein. Casquettes et non pas personnalité. Pourquoi on a plusieurs casquettes? J'ai vu un psychiatre algérien qui a dit quelque chose dans une vidéo, ok. Il est très actif sur les réseaux sociaux, machallah. Je le salue. Alors il a dit l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter. Et ça c'est beau, j'ai trop aimé ce qu'il a dit.
Alors quelqu'un qui ne sait pas s'adapter, c'est quelqu'un qui n'est pas très intelligent sur un certain plan. Et il y a Monsieur Bruce Lee, vous le connaissez très bien, qui a dit que l'homme doit être comme l'eau. Il va apprendre à s'adapter et apprendre vraiment la forme. C'est-à-dire que si on met l'eau dans une bottle, dans une bouteille, donc l'eau va prendre vraiment la forme de la bouteille. Et si je mets l'eau dans une casserole, vraiment l'eau va prendre la casserole. Et nous aussi, les êtres humains, on doit être comme l'eau. Alors ce soir, je parle avec des gens gentils, des gens émancipés, des gens qui ont envie d'apprendre. Parce que quand on a envie d'apprendre, vraiment, on motive la personne et on motive l'émetteur. Donc, vous méritez cette façon de parler. Mais quand on est en train d'extraire des informations par rapport à l'immunité électronique et cybercrime et beaucoup de choses, donc quand je suis en train de parler avec des criminels, des cybercriminels, automatiquement je vais devoir les provoquer en utilisant d'autres techniques, d'autres façons et d'autres manières d'agir et de réagir. Vous voyez? Alors pourquoi j'ai fait ça? Pour extraire des informations très utiles, pour extraire des choses qui sont très utiles, ok? Et surtout difficiles à connaître, parce que c'est impossible de trouver ça ailleurs. Il faut toujours qu'il y ait un chercheur qui va sortir et qui va faire une étude sur le terrain, prospective et sur le terrain, ok, pour pouvoir avoir des informations et après il pourra les partager dans les écoles et dans les facultés. Alors cette étape est très importante pour moi parce qu'après je vais déployer tout ça pour traiter les gens. Cette semaine, j'ai eu l'honneur de traiter 3 femmes, une adolescente et 2 femmes, qui étaient vraiment dans la nécessité de retrouver leur boussole. Les 3 femmes ont été traitées par des médecins, par des spécialistes en psychiatrie, par des roquats, c'est-à-dire les gens qui arnaquent les gens. Voilà. 4 femmes qui ont été victimes de tout ça, en vain, vraiment sans résultat. Ok, sans résultat. Alors pour les médecins, on a mis le diagnostic, on a donné le traitement, on a été traité d'une façon professionnelle, mais les gens, les charlatans et les gens qui persuadent les gens qu'on va les traiter par le Coran et tout, c'est du n'importe quoi. En islam, ça n'existe pas. En islam, tu lis le Coran avec ta bonne foi et ta connexion avec le Dieu, tu es protégé, tu es en bonne santé, tu as de l'énergie positive, mais il y a des gens qui marchandisent tout ça, et ça c'est pas bien, c'est interdit en islam. Bon, juste entre parenthèses. Et après j'ai découvert que ces 4 femmes, ok, cette jeune fille et ces 3 femmes, mais vraiment, ils avaient juste besoin d'être écoutés et d'écouter leur cœur. Ils avaient juste besoin d'écouter leur cœur et d'être respectés en tant que personne. Oui, vous n'êtes pas une doctoresse, vous n'êtes pas des doctoresses, mais vous connaissez très bien votre corps et votre cœur et votre esprit, votre mémoire et votre cerveau et votre intelligence. Alors il suffit de permettre au patient de connaître qui il est pour pouvoir traiter correctement, aisément et surtout d'une façon très efficiente. Moi j'ai réussi à faire ça. Et j'ai traité un cas trop difficile de dépendance aux réseaux sociaux, aux jeux, aux téléjeux. Ce patient a été vu par des professionnels de santé, des psychiques et mentales et tout, et ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'il n'a pas tout dévoilé. Je ne suis pas plus compétente que les professionnels, non, mais je fais mon travail et eux, ils font leur travail. Parmi mes tâches en tant que médecin généraliste, c'est de montrer à la population comment doit-on communiquer avec un professionnel de santé spécialisé en psychiatrie. C'est-à-dire, vous avez un trésor qui s'appelle le médecin psychiatre. Vous ne savez pas comment utiliser ce trésor, comment s'en servir. Il a un grand savoir que moi je n'ai pas, parce que ce n'est pas ma spécialité, mais je suis dans l'obligation de montrer à la population comment communiquer
et combien c'est important de tout dévoiler. Il y a des gens qui ne dévoilent pas tout au psychiatre. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Pour la timidité, pour un problème d'accès culturel ou religieux, on croit que le monsieur ou le psychiatre va les juger alors que c'est pas vrai. On croit que c'est honteux de partager ça alors que c'est pas vrai. En médecine, il n'y a rien de honteux. Alors si vous avez touché une audace dans mes lives en arabe, c'était programmé. Hein. C'était programmé. Pourquoi? Eh ben, pour pousser les gens à être audacieux avec les psychiatres, ni plus ni moins, et avec les médecins, ni plus ni moins. Vous avez une infection anale, par exemple, à répétition, ben vous devez tout dire au médecin. Vous devez lui dire, je suis homosexuel, ou bien vous êtes une femme, vous faites la sodomie, et puis on doit traiter ça. Il y a même la zoophilie, c'est-à-dire une femme qui fait du sexe avec un chien, par exemple, et du coup, elle a développé une maladie. Donc, moi, mon audace a été utilisée pour encourager les gens à être audacieux avec leur médecin traitant. Et des fois, on peut même recourir à un vétérinaire carrément. Parce que moi, je ne connais pas les chiens quand même. Une femme qui a une infection sexuellement transmissible après avoir eu des rapports non protégés avec plusieurs hommes, ça, je l'ai étudié. Mais une femme qui a eu des rapports sexuels avec des animaux, ça, je ne l'ai pas étudié. Et nous, en médecine, on a ce qu'on appelle des réunions de concertation pluridisciplinaire, c'est-à-dire on n'hésite pas à avoir des réunions pour discuter avec les gens qui ont d'autres spécialités. Et on peut même recourir à un médecin vétérinaire, c'est pas grave, hein. C'est très enrichissant, je pense. Pourquoi? Parce que lui, il traite toujours des animaux et il va me donner plusieurs informations par rapport à ça. Vous voyez? C'est beau de discuter avec les gens, c'est beau de partager, c'est beau d'avoir des discussions win-win, des relations win-win. Tu me donnes, je te donne, ok? Je te donne une information médicale, tu me donnes une information par rapport au monde des vétérinaires et des animaux. Alors, vous avez tout à fait raison au sujet des ados docteurs. D'accord, Madame Badira, merci. Effectivement, merci. Vous êtes la sagesse en personne. Oh, Madame Najat. En fait, je suis très fière de vous, chère dame. Alors oui, j'ai un petit message à passer à toutes les dames qui me suivent, que ce soit en arabe ou en français. J'ai touché chez vous de la politesse, de la bienveillance. Vraiment, vous avez un niveau d'éducation qui m'honore, hein, et qui me donne de l'envie. Vous êtes ma pile. Vous êtes ma pile. Vous êtes ma batterie. Vraiment, vous motivez l'émetteur. Alors, je vous demande pardon par rapport à l'autre casquette que j'utilisais de provocation, d'audace, mais c'était trop bénéfique pour moi et pour vos enfants. Bravo, merci, bravo à vous également. Salam, la plus belle femme du monde. Je t'aime, ma fille. Ah, merci, c'est gentil. Bonsoir, docteur. Bonsoir, maman. Je me suis bien amusée par ce sujet et ton traitement. Mais ça fait plaisir. Vous avez bien répondu au sujet du Botox, docteur. Merci, Madame Bedia. Bah oui, parce que je voyais un professeur que j'aime beaucoup. Hein. J'ai passé un très bon stage de neurologie. Et je vais vous dire une anecdote, si vous permettez, la Bedia. En fait, il y avait une dame, professeure de neurologie, que j'aime beaucoup, adorable, magnifique. De la région de Fès, ok, son origine. Et moi, j'aime bien les gens de Fès. Pourquoi? Parce que j'ai appris d'eux, parce que j'ai vécu une petite expérience bizarre durant ma scolarisation. J'ai failli même quitter l'école. Pourquoi? Parce que voilà, pour plusieurs raisons en fait. Parce que à l'école, on ne respectait pas les étudiants et moi, j'ai un problème de dignité, d'orgueil, donc je ne tolérais pas tout ça. Et en plus, on nous obligeait de faire des cours de soutien chez eux pour nous donner les examens, bien sûr tout en changeant juste les chiffres et tout. Et j'ai perdu confiance en moi quand j'étais en tronc commun, c'était la première année de lycée. J'ai pas toléré parce que moi j'étais scientifique, j'étais vraiment j'étais surdouée, j'arrivais à trouver les solutions sans réfléchir, sans passer. Bon, voilà, j'étais un peu bizarre, abnormal.
Et vraiment, en tronc commun, j'ai pas pu avoir la moyenne. Je suis partie chez la prof de physique et des sciences naturelles. Je lui dis, Madame, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je suis intelligente, et je sais pas qu'est-ce qui se passe. Elle m'a dit, eh ben, il faut faire un effort, tout simplement. Alors que c'était pas vrai, c'était pas sincère de sa part. Il y avait le fils d'un monsieur qui travaillait. Bon, il y avait un étudiant avec nous, avec un élève, euh, et il nous a dit, je vais vous donner l'épreuve avec des chiffres. Et voilà, des chiffres. Elle va juste changer les chiffres si vous voulez, ou je sais pas moi. On a fait l'exercice avec lui, vraiment, on a tout fait ensemble, une série d'exercices. Et le lendemain, on a passé l'épreuve et toute la classe a eu de très bonnes notes. Et la prof était surprise. Vraiment. Elle était étonnée. Et j'ai vu dans son visage, vraiment, c'est comme si j'ai lu, c'est comme si elle voulait dire, vous êtes des traîtres. Mais elle n'a pas pu dire ça. Elle nous a dit, comment vous avez eu ça? Je lui ai dit, docteur, je lui ai dit, madame, j'ai fait exactement ce que vous m'avez demandé. Vous m'avez demandé de faire un effort et j'ai fait un effort. Moi, j'étais malhonnête avec elle, comme elle. Et je suis partie, heureusement, j'ai des parents qui sont à la hauteur. Je suis partie chez eux, je leur ai dit, je ne veux pas continuer à étudier dans ce lycée. Je veux quitter ce lycée. Et j'étais obligée de passer des épreuves, des évaluations. J'ai passé le premier trimestre, le premier semestre, je pense, ou trimestre, je ne me rappelle pas, premier semestre dans cette école de misérables, de personnes malhonnêtes. Et j'ai continué, j'ai pu poursuivre mes études dans un autre lycée qui avait vraiment un programme trop difficile, un système presque français. Et c'était trop difficile pour moi. Il y avait beaucoup de Fès, il y avait des gens de Fès qui sont très à la hauteur, qui sont très gentils, qui sont très classieux, très galants, très élégants. Mon Dieu, mais moi j'adore les gens de Fès. Femmes, hommes, et on prenait soin de nous, on prenait soin de notre psychologie, on faisait des cours de soutien gratuitement à toutes les personnes qui en avaient besoin. Moi, j'étais la seule qui a changé d'établissement, vraiment grâce à Dieu et grâce à ma mère, parce que ma mère, elle a beaucoup de connaissances et tout, et du coup, vraiment, il a fait des appels et tout, elle s'était placée. Et bien sûr, j'avais des notes qui sont vraiment très honorables. Et on a fait même la remarque, une petite comparaison entre mes notes dans le collège et mes notes dans le lycée catastrophique. Et croyez-moi, c'était trop difficile pour moi. Voilà pourquoi moi j'aide les gens, j'aide les adolescents. J'aime beaucoup les adolescents. J'aime beaucoup travailler avec eux. D'ailleurs, à Casablanca, je travaille avec les gens vous savez, les grandes familles à Casablanca, les bourgeois, les nobles et tout. On n'hésite pas à solliciter un médecin ou un étudiant en médecine ou un interne pour travailler avec leurs enfants. Et vraiment, j'ai travaillé avec des adolescents qui ne pouvaient pas avoir plus de 3 sur 20. Et grâce à Dieu, grâce à nos efforts, on a pu décrocher des 16, des 18 sur 20. Pourquoi? Tout simplement parce que le petit ou l'adolescent ou l'adolescente avait juste un souci de confiance en soi à cause des profs. Voilà. Les profs touchent la confiance en soi des enfants, des étudiants. Pourquoi? Pour qu'on fasse les cours de soutien chez eux. Non, moi, je n'admets pas ça. Les élèves ne sont pas stupides. Il n'y a personne qui est stupide en fait. Il ne faut pas pousser les étudiants et les enfants et les adolescents à sentir qu'ils sont stupides. Non, il n'y a rien, il n'y a personne qui est stupide sur cette planète Terre. Très bien, donc ce que je voulais dire, c'est que cette expérience m'a vraiment marquée parce que vraiment j'ai perdu toute confiance en moi dans ce lycée catastrophique et après avoir changé de lycée, et grâce à Dieu et grâce
aux gens professeurs de Fès. Mais vraiment, j'ai trouvé le paradis. J'ai trouvé une amphi de théâtre. Mais vraiment, pour étudier, on faisait, on faisait tout sous forme d'exposé. Voilà, je faisais du théâtre. On faisait tout, tout. C'est-à-dire, j'avais par exemple à faire un devoir, on préparait une pièce de théâtre. On faisait de la comédie. Moi, je jouais de la musique. On s'éclatait. On ne jugeait pas. Les gens de Fès ne jugent pas. Ils sont très, très émancipés. Ils rigolent. Ils aiment bien plaisanter et tout. Ok, sans arrière-pensée. Il n'y avait pas d'arrière-pensée avec les gens de Fès, sincèrement. Il y a tout le monde qui rit, il y a tout le monde qui est beau déjà. Et puis c'était chouette. Et quand encore il y avait un autre détail, oh oui, moi je croyais être vraiment brillante en matière de la langue française. Mais quand j'ai changé de lycée, j'ai eu 8 sur 20. Et il y avait une fille qui m'a dit: ah oui, bravo, t'es nouvelle et t'as pu avoir 8. Et moi, j'étais pas à l'aise, j'étais pas zen dans ma peau parce que c'était honteux d'avoir 8 sur 20. Mais vraiment, la prof qui nous enseignait, je suis tout le bonheur, s'il est décédé, vraiment que son âme repose en paix. Moi, je pense que c'est elle qui a écrit, qui a rédigé le Petit Robert. Elle savait tout, elle savait tout. Elle nous faisait vraiment des trucs merveilleux. Je me rappelle très bien, dans ce lycée, en fait, on avait beaucoup de tables rondes. Voilà pourquoi moi j'ai ce réflexe de faire des conférences. Parce que moi, je suis conférencière en premier. Okay, dans un premier temps, j'étais comme ça, dans les écoles et tout. Je prends toujours le micro parce que j'ai appris ça dans ce lycée. Je connaissais même pas la spécialité, la nationalité des profs. Ça m'intéressait pas, mais il y avait beaucoup de gens de Fès. C'est ce que je m'en rappelle. Alors, la prof de français nous faisait des tables rondes. Et je me rappelle très bien la première fois dans ma vie que j'ai entendu le mot dépression, c'était dans ce lycée. Et il nous a fait un cours de médecine dans ce lycée. Mais vraiment, l'éducation et l'enseignement, vraiment, ça influence intensément notre façon de voir les choses. Quelqu'un qui a étudié un cours de médecine dans le lycée n'a rien à voir avec quelqu'un qui n'a jamais étudié ça, n'a jamais vu ça. Alors, je suis partie chez cette dame et je lui ai dit, chez cette prof de langue française, je lui ai dit: madame, s'il vous plaît, je ne comprends pas pourquoi j'ai eu 8 sur 20 alors que j'ai bien travaillé. Je ne veux pas avoir 8 sur 20. Je veux avoir plus de 8 sur 20. Qu'est-ce que je dois faire? J'étais très honnête parce que moi, j'ai un caractère très honnête. Même si ça me crée des problèmes, mais bon. Elle m'a dit: il faut bouquiner. Et depuis ce jour-là, je n'arrête pas de lire. Je suis accro à la lecture. Mais elle m'a dit: mais c'est bien d'avoir 8 sur 20. Elle m'a dit: tu dois être fière de toi, tu as 8. Et ça m'a étonnée parce qu'elle ne m'a pas jugée, elle ne m'a pas dit: tu es idiote. Elle ne m'a pas dit: tu es idiote, elle ne m'a pas dit: tu es médiocre, elle ne m'a pas dit: tu es nulle. Non, 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 du tout. Il n'y avait pas de jugement dans le lycée où j'ai poursuivi mes études. Vous voyez? Et j'étais surprise par un truc, en fait, il y avait tout le monde qui parlait français. Tout le monde, toutes les filles. Et je me demandais: mais pourquoi il y a des Arabes qui parlent français? Mais pourquoi on utilisait cette langue? C'est un peu bizarre pour moi. Mais après, j'ai appris, c'est devenu vraiment quelque chose de très simple, de très habituel. Donc c'était un peu, bon, c'était pas facile de s'intégrer, mais ça valait le coup quand même. C'était pas facile pour moi. Je suis passée par une expérience de transition qui n'était pas facile du tout. Mais dans ce lycée, il y avait une professeure la prof de la physique que j'aime beaucoup, hein, que j'adore, hein, Madame Alaoui. Elle nous donnait des exercices, des séries d'exercices. Elle prenait tout son temps à expliquer, à écrire dans le tableau. Mais vraiment, les dames étaient très gentilles.
Mon Dieu, mais c'est beau d'être gentil avec les adolescents. Les adolescents, ce sont des petits poussins, ce sont pas des ennemis, contrairement à ce qui se passait dans l'autre lycée. Mais on était vraiment impolis, hein. Je sais ce que je dis, mais on était impolis avec les gens. On était malades. Maintenant, en tant que médecin, je juge ces gens comme étant malades. Mais vous êtes malade, vous n'avez pas le droit de me pousser. Dans la cour, j'ai rien fait. Vous n'avez pas le droit de me gifler, vous n'avez pas le droit de me crier dessus, vous n'avez pas le droit de me ridiculiser devant les gens. Mais c'est très morbide, hein. Ça reflète beaucoup de choses. C'est une indication à une consultation de psychiatrie ou de psychologie, je ne sais pas. Mais l'essentiel, c'est que en tant qu'adolescente, je ne peux pas tolérer ça. Vous voyez? Voilà, c'est une parenthèse. Tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup les gens de Fès. Et là, je vais revenir à la merveilleuse professeure de neurologie de Fès. Je ne vais pas dire son nom parce qu'elle est connue. Je me rappelle très bien, un jour, elle a dit, un jour j'ai eu un fou rire, ok. Et, et heureusement, il y avait une petite blague et tout le monde s'est mis à rire. Et moi, j'en ai profité pour m'éclater. Vous savez, quand tu as un fou rire, tu attends avec impatience que quelqu'un commente une blague pour rire. Et je me suis éclatée et c'était vraiment affreux. Alors, c'était vraiment très surdimensionné, si vous voulez. Et la prof a compris le truc. Et moi, j'ai essayé de m'arrêter, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi le fou rire, vraiment, ça me domine toujours en pleine classe. Et à un certain moment, je me suis éclatée comme une folle. Et je lui dis, je suis en train de rire en même temps, je lui dis, pardon madame, je ne peux pas m'arrêter, pardon. Et elle s'est éclatée de rire et elle m'a dit, oh mon Dieu, ça m'a rappelé quand j'étais étudiante, le fou rire. Vous voyez comment les gens de Fès réagissent? Elle m'a pas dit sale connasse, sort, quitte la salle. Non, ils sont très polis, ils sont très gentils, ils sont très bourrés de tolérance. Ça lui a fait plaisir, ça lui a fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'elle s'est rappelée des fous rires qu'elle a vécu durant sa vie estudiantine. Vous voyez? La vie est très simple. Voilà. Tout ça pour répondre aux commentaires de Madame Badia qui a dit vous avez bien répondu au sujet du Botox Docteur parce que j'ai vu ça dans le centre de neurologie, dans le centre hospitalier universitaire où j'ai étudié et je salue tous les professeurs de neurologie et tous les professeurs en médecine parce que je vous adore. Hein. Bravo docteur, merci monsieur Chaudry. Bonsoir docteur, bonsoir Lalina. Vous êtes formidable docteur, que j'aime beaucoup. Oh, merci beaucoup, c'est gentil. Ah oui, on a dépassé 90 minutes. Exactement, d'accord. Moi, je suis de Fès et merci docteur des compliments. Oh, que ça tombe bien, Madame Bedia. Je ne sais pas pourquoi j'ai touché votre énergie, mais vraiment, je suis reconnaissante à toutes ces belles dames. Surtout au lycée parce qu'on était petits, on n'était pas puissantes, on n'avait pas de pouvoir. Et je pense que c'est un peu injuste et anormal de la part des instituteurs et des professeurs de torturer les élèves tout en sachant qu'ils ne peuvent pas réagir parce qu'ils ont peur d'avoir de mauvaises notes ou de refaire l'année. Vous voyez? Donc si on veut vraiment connaître la beauté des âmes, c'est vraiment voir les attitudes des gens face à des gens qui sont moins puissants qu'eux. Oh merci docteur, je vous en prie Lalla. Très bien, donc c'était un live par rapport au calme intérieur.
tout chaud après une séance magnifique d'hypnose que j'ai fait avec Dr Bayaoui. Si vous voulez bénéficier de ces séances d'hypnose, donc je vous invite à prendre votre rendez-vous sur www.hypnomind.com. Si vous voulez trouver facilement le site, c'est sur ma vidéo épinglée sur TikTok qui porte le même nom, Dr Asma Andouni. Et la rediffusion, je vais essayer de l'enregistrer sur ma chaîne YouTube qui porte le même nom. Je vous souhaite tout le bonheur et je vous interdis de communiquer en privé avec moi parce que vous allez tomber uniquement sur des faux comptes. Pour une consultation à distance d'orientation médicale, je l'ai fait sur www.docexpress.ma. Alors ce site, il est décrit sur mon profil sur TikTok, www.docexpress.ma. C'est une plateforme marocaine médicale où vous allez trouver toutes les spécialités que vous voulez. Merci, j'espère qu'un dirigeant un autre jour avec grand plaisir, pourquoi pas. Merci, je vous en prie, docteur, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci Lala Badia, c'est très aimable de votre part. Dieu vous bénisse.